Bonjour à tous et à toutes. Donc pour ce webinaire qui est dédié ce soir au métier d'accompagnant éducatif et social proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes en partenariat avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Je m'appelle Véronique Allegarde, je suis la directrice territoriale d'Ascoria Bretagne Sud, donc, qui est une école d'enseignement pour les métiers du travail social. Et j'ai le plaisir de vous accompagner dans les 40 minutes à venir pour vous faire donc, connaître ce métier d'accompagnant éducatif et social. Nous avons le plaisir d'accueillir Odile, donc Odile Chamoret, qui est responsable de la formation accompagnant éducatif et social chez Ascoria et qui présentera donc la formation sur le territoire. Nous accueillons également Loïc Piamenta, qui est gérant de la société ADN Service, ainsi que Julien Mérian, qui est salarié coordinateur du foyer de vie Marie Balavenne à Questembert, qui nous feront découvrir leur métier. Et puis, nous accueillons également Benjamin Lecoq, qui est actuellement étudiant et en contrat d'apprentissage à l'EHPAD L'Anéole de Sainte-Anne-d'Auray. Et puis, j'oubliais, pardon, Christophe. Donc, Christophe Amonique, directeur du printemps de l'entreprise, qui nous accompagne également sur ce temps. Nous allons dans un premier temps vous proposer donc une courte vidéo pour illustrer ce métier d'accompagnant éducatif et social. Et puis, nous lancerons les débats après. J'ai toujours travaillé dans l'automobile depuis tout jeune et j'étais responsable après-vente dans une concession automobile. Après, j'ai monté une entreprise dans le bâtiment que j'ai gardée pendant 3 ans, mais j'avais toujours en tête l'attirance par le milieu du handicap. Voilà, une personne a des capacités, a des potentialités. Nous, on est là pour essayer de les compenser, d'essayer de garder un maximum d'autonomie à ces personnes et puis toujours dans la dignité et dans le respect. Ça va. Je peux vous sentir? Voyons. Sentir, hein? Ouh là 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 là. Alors j'ai passé le diplôme d'accompagnant éducatif et social. Donc je suis parti de zéro finalement. C'était un métier que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais on ne fait pas ce métier sans avoir les bases. Enfin moi j'ai été très content de l'accompagnement que j'ai eu dans ce lycée. Les personnes qui nous suivent sont toujours disponibles. On peut poser des questions. Et puis surtout, moi ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est l'expérience professionnelle des formateurs. C'est des personnes qui ont un vécu. Il y a le cours où il y a la personne qui explique le cours. Hein. Voilà ce que c'est, la jeunesse, la vieillesse, etc. Puis après il y a le deuxième cours, c'est voilà ce que j'ai vécu. Et c'est super intéressant d'avoir en face des personnes qui ne parlent pas de ce qu'ils ont lu dans les bouquins, mais ce qu'ils ont vraiment vécu. On reçoit des patients donc, au long cours. Ça va de 18 ans à 70 ans et plus, donc ça veut dire des prises en charge très diverses et variées. Sur l'équipe d'AES AMP, j'en ai 7. Et avant, c'était les AS. Et donc, ça restait vraiment que dans du soin sanitaire. Et là, d'avoir eu les AES, ça a mis une ouverture sur l'extérieur. Le patient peut se réaliser comme citoyen dans la cité. Il y a eu le cirque adapté, il y a eu le théâtre. La venue des AES, ça a permis cette ouverture et ces activités créatives. Ce qui me passionne en fait, c'est les relations qu'on peut établir avec ces personnes-là. C'est vrai qu'au départ, on se dit que ça va être limité, qu'on va pas pouvoir faire grand-chose, et puis au final, quand on commence à discuter avec eux, il y a toujours un petit geste, il y a toujours une parole, une petite histoire qu'ils vous racontent, et tout ça, c'est super intéressant. Odile, vous êtes responsable de la formation accompagnant éducatif et social. Si je souhaite aujourd'hui exercer cette profession, est-ce que le pays de Vannes donc, nous propose des formations adéquates pour y accéder?
Tout à fait. Alors, la formation d'accompagnant éducatif et social peut se réaliser de plusieurs façons. Effectivement, sur le territoire de Vannes, on propose une formation qui peut avoir deux modalités. Soit en cours d'emploi, ce qu'on appelle une formation en cours d'emploi, c'est une formation qui va se dérouler sur 18 mois dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, comme par exemple Benjamin Lecoq qui est en contrat d'apprentissage. Ça peut être aussi par le biais d'un contrat de professionnalisation qui est souscrit auprès d'un employeur. Et la personne va faire sa formation en direct chez son employeur avec une période d'alternance à peu près 1 semaine par mois en centre de formation et 3 semaines par mois chez son employeur. Il y a une autre façon d'entrer en formation, c'est ce qu'on appelle en voie directe, c'est-à-dire que là, le candidat bénéficie d'une prise en charge de son financement de formation par une place région. Et dans ces cas-là, on est encore une fois sur de l'alternance, mais au lieu d'être salarié chez un employeur, on va être stagiaire dans l'entreprise dans laquelle on va réaliser sa période de formation pratique. C'est toujours à peu près la même chose, 1 semaine de formation en centre de formation et 3 semaines de formation sur le terrain. Là, il y a une grande prépondérance de l'activité professionnelle sur le terrain dans ces formations-là. Alors, la formation en elle-même, sur les aspects vraiment de formation théorique, on est sur un volume de 525 heures de formation. Et puis, pour le stage, quand il s'agit d'une formation vraiment en stage, on est sur au moins 840 heures de période de formation pratique. Et quand, évidemment, on est chez un employeur en 18 mois, c'est beaucoup plus long. Donc, on a beaucoup plus d'expérience. Et toujours, quand même, quand on est sur 18 mois, avec un stage hors entreprise, dans un autre domaine, auprès d'un autre public, par exemple, qui serait un stage de 140 heures. Voilà. Alors, la formation en tant que telle, elle est basée vraiment, elle a été construite autour des missions principales de l'AES, c'est-à-dire d'accompagner des gens, des personnes vulnérables, qui ont un handicap, une maladie, qui soient liées à l'âge, ou voilà, des gens qui deviennent dépendants. Et on est sur un accompagnement de proximité dans la vie quotidienne. Donc, effectivement, tous les enseignements qui portent sur cette formation sont orientés dans ces axes-là. Donc, c'est un métier de communication, c'est un métier de prendre soin d'un point de vue psychologique et aussi physique. C'est un métier où on va vraiment explorer ce que c'est que la communication avec la personne dépendante, souvent des personnes très démunies en termes de communication. Et voilà, ce qu'on peut dire, ça s'adresse, le métier s'adresse à un public d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de personnes âgées. Donc voilà, il y a une variété très importante de publics et de façons d'exercer ce métier d'AES. Ce qu'on pourrait dire aussi sur la formation en tant que telle, si moi je veux faire cette formation, je vais devoir passer une épreuve d'admission qui va porter essentiellement sur les motivations que j'aurai à m'engager dans ce métier. Parce que c'est quand même un métier qu'on ne peut pas faire par hasard, on n'y vient pas par défaut ou par dépit, c'est vraiment un choix. Et du coup, ça nécessite qu'on explore vraiment la motivation première du candidat. Et si possible, quand il peut, avoir eu quelques expériences dans ce domaine-là, par le biais d'un stage, par le biais d'une expérience en bénévolat, ou même quelquefois des expériences personnelles qui peuvent être intéressantes, pour qu'on puisse s'appuyer effectivement sur les motivations réelles du candidat. Bien. Et peut-être en termes d'accessibilité et de niveau de formation ? Alors, c'est une formation de niveau 3, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prérequis pour entrer en formation. C'est justement l'épreuve d'admissibilité qui va donner un peu le sésame pour entrer. Mais il faut savoir qu'en fait, on a aussi bien des candidats qui n'ont pas du tout de niveau de formation antérieur ou qui ont leur brevet des collèges, et puis quelquefois des gens qui reviennent après un parcours universitaire. Ça nous est arrivé d'avoir des candidats, et cette formation est ouverte vraiment à tout le monde parce qu'elle ne repose pas que sur des connaissances théoriques, c'est pas de l'enseignement en tant que tel, c'est vraiment de la formation, c'est-à-dire qu'on différencie beaucoup l'idée d'enseignement qui est un petit peu descendant avec la notion de formation, où là on part des expériences de chacun. D'ailleurs, dans la formation, les temps dédiés à l'échange avec les intervenants est très important. Dans le petit reportage qu'on voyait, la personne interviewée disait qu'elle avait été surprise de voir des professionnels
en formation, c'est ça. Nous, les intervenants sont des gens de terrain. On a tous été, et les intervenants qu'on fait venir sont également des gens de terrain. Voilà, ça rend très concret ce qu'on voit. Très bien. Merci Odile pour ce panorama et ces premiers renseignements. Donc, je souhaiterais maintenant pouvoir donner la parole à nos professionnels et peut-être m'adresser plus particulièrement à Julien. Est-ce que, Julien, vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à choisir ce métier? Oui, bien sûr. Donc, moi, aujourd'hui, je suis éducateur spécialisé et coordonnateur sur 2 foyers de vie. Donc, Questembert et Saint-Vincent-sur-Oust, les foyers de vie Marie-Balavenne. Donc, c'est la même entité, mais éloignée géographiquement. Je ne sais pas comment qualifier mon parcours. J'ai tendance à dire un petit peu atypique, parce que j'ai débuté par une formation d'infirmier qui a duré, que j'ai interrompu en 3e année. Parce que la représentation que j'avais du milieu hospitalier n'est peut-être pas celle que j'ai connue sur le terrain. On a tendance voilà, on connaît tous les difficultés hospitalières aujourd'hui, à oublier un petit peu les maux psychiques. Et je trouvais ça dommage. Donc, j'ai souhaité un petit peu réinterroger ce parcours. Et je me suis donc réorienté vers le métier d'AMP à l'époque, aide médico-psychologique, aujourd'hui accompagnant éducatif et social, donc avec un contrat de professionnalisation, un contrat en alternance. Donc ça m'a permis voilà, d'évoluer au sein d'un foyer d'accueil médicalisé et à côté de suivre la formation théorique pendant 18 mois. Et puis d'évoluer par la suite en réinterrogeant mes souhaits, ce qui m'a amené vers le travail en foyer de vie, parce que l'orientation essentiellement sanitaire proposée sur un foyer foyer d'accueil médicalisé ne me convenait plus. Et le travail éducatif, qui est mon cœur de métier, me manquait un petit peu. Donc voilà ce qui m'a fait tendre vers le travail en foyer de vie. Très bien, merci. Benjamin, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à choisir cette formation? Alors, moi, en fait, quand j'ai fait essentiellement de la restauration avant d'arriver dans le médico-social. Et du coup, c'est par le biais d'un stage, j'ai pu expérimenter ce que c'était vraiment le travail au sein de l'EHPAD, et ça m'a beaucoup plu. Comme ça a été bien dit dans la vidéo, humainement parlant, c'est très enrichissant. Et voilà, en fait, après 15 jours d'essai, j'ai voulu faire cette formation-là pour ces raisons-là. Et puis, j'ai trouvé aussi une bonne occasion, moi, de transposer les compétences acquises en hôtellerie. Parce que, bon, ça n'a rien à voir, mais il y a quand même beaucoup de similarités entre les 2 métiers. Bon. Vous pourriez nous expliquer ça? Si vous voulez, ça nécessite quand même une certaine aisance relationnelle qu'on acquiert quand même c'est vrai que dans une salle de restaurant, on est quand même vite amené à entretenir des bonnes relations avec ses clients. Donc là, c'est pas des clients, mais c'est vrai qu'on a une facilité relationnelle qui est là, même sur l'écoute, sur l'empathie auprès des gens. Enfin, c'est vraiment puis même la capacité physique aussi, parce que c'est un métier où on bouge beaucoup. Et voilà, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de qualités qu'on peut acquérir en restauration, c'est un bon chemin à suivre. D'accord. Écoutez, merci pour ce témoignage. Ce qui nous permet aussi de faire le lien avec la suite, parce que ce serait certainement intéressant de pouvoir nous décrire quel est votre quotidien donc, dans ce métier d'accompagnant éducatif et social. Là, je vais peut-être me tourner vers Loïc. Et puis, voilà, pour nous parler un peu de ce métier qui vous accompagne, vous, en tant que chef d'entreprise. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis le gérant d'une entreprise de 47 salariés, la plupart d'entre eux diplômés, qui interviennent à domicile. Notre métier, c'est non pas le maintien à domicile, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, parce qu'on ne cherche pas à maintenir à tout prix les gens chez eux, mais le maintien de l'autonomie.
Donc, on est sur des personnes qui sont en situation de fragilité, qui peuvent être liées à un âge, à une maladie ou à une situation sociale. Et par rapport à cela, cette personne-là, humaine, a besoin de sens, a besoin d'exprimer un projet de vie. Et notre travail est de l'accompagner dans son projet de vie, alors qu'il soit de rester à domicile ou qu'il soit de déménager dans un établissement en hébergement temporaire ou en hébergement permanent. Donc voilà, donc notre travail ici au bureau est d'encadrer toute cette équipe pour permettre d'avoir des personnes en situation d'aider les autres le mieux possible, sachant qu'on a des êtres humains qui prennent soin d'autres êtres humains et que sans formation solide, on ne travaille que sur des paramètres variables que sont l'humain et il est indispensable d'avoir les compétences nécessaires et les connaissances nécessaires. Très bien. Julien, si je vous pose la même question sur votre quotidien, comment est-ce que vous pourriez le décrire? Sur le foyer de vie Marie-Balavenne, on accompagne des personnes en situation de handicap intellectuel, avec ou sans troubles associés, et également des personnes en situation de handicap psychique. Donc, l'idée de l'accompagnement proposé, c'est d'accompagner les personnes dans leur quotidien. Donc, ça comprend le lever, l'accompagnement à la toilette si besoin, voilà, l'accompagnement aux activités, faire de la cuisine, etc. Et ça comprend également excusez-moi, pardon, juste en train. On développe, on part aussi des besoins de la personne, des souhaits de la personne au travers d'un projet d'accompagnement personnalisé. Donc, l'idée étant bien d'individualiser notre accompagnement. C'est vrai qu'auparavant, on avait tendance à accompagner un collectif. Aujourd'hui, on accompagne un individu dans sa globalité au travers de ses besoins, de ses envies, de ses souhaits. Donc, c'est très variable. C'est en fonction régulièrement des capacités, des compétences de la personne. Très bien. Donc, on voit bien que le cadre d'action peut être vraiment très différent en fonction des secteurs d'intervention. Et Benjamin, si je me tourne vers vous, pareil, pour décrire votre quotidien, vous qui intervenez en EHPAD, comment vous pourriez préciser les choses? Nous, pour ce qui est de l'organisation, vous voulez que je parle de l'organisation de travail du coup à l'EHPAD, ce qu'on y fait vraiment voilà. Décrire votre quotidien, voilà. Donc, comme l'ont dit les deux autres intervenants, on est beaucoup dans l'accompagnement des gens selon leurs désirs, les projets de vie, les choses comme ça. Après, pour moi, la journée, elle se divise quand même entre le soin. Il faut savoir aussi que ça fait partie du métier. Il y a du soin à la personne, donc il y a des toilettes qu'il faut faire. Bon, après, on a aussi beaucoup d'animation. Et voilà, ça quand même, nous, on est au sein de la structure EHPAD, on est quand même là pour faire du lien aussi entre les différents professionnels, pour écouter quand même plus attentivement, si j'ai envie de dire, les résidents pour pouvoir de redonner leur ressenti, leurs envies, et puis vraiment participer au travail d'équipe de cette façon-là. D'accord. Voilà. Odile, si on doit déterminer les compétences nécessaires pour devenir accompagnant éducatif et social, comment pourrait-on décrire les savoirs et les savoir-faire qui doivent être maîtrisés? Alors, il y a une chose très simple, c'est que déjà le diplôme est sanctionné par des épreuves certificatives. Et dans ces épreuves certificatives, on va essayer de repérer chez le candidat s'il a acquis toutes les compétences attendues. Alors, les compétences attendues, elles sont réparties en 4 domaines de compétences généraux. Donc, il y a un premier domaine de compétences qui est de savoir se positionner comme professionnel dans le champ de l'action sociale. Donc, là, les compétences qu'on va rechercher, c'est la capacité à bien connaître son environnement professionnel, bien connaître les publics accompagnés. Donc, c'est un domaine, par exemple, en formation, on va voir beaucoup de choses qui ont trait aux pathologies, aux troubles, au développement de la personne en général, ce que c'est que le vieillissement, ce que c'est que l'enfance, ce que c'est que des handicaps du type, ce que c'est que l'autisme, par exemple.
ou la maladie d'Alzheimer, mais aussi tout l'aspect législatif de son contexte de travail, parce que c'est important effectivement de bien connaître les différentes lois qui régissent ce secteur, qui sont assez complexes, mais qui sont nécessaires à connaître. Et puis, il y a aussi toute une dimension dans ce décès-là où on tourne autour des questions d'éthique et de déontologie. Donc, on va vérifier les compétences du candidat à avoir ces connaissances-là et ces savoir-faire autour de l'éthique, de la déontologie. Pour le DC2, on est sur vraiment l'accompagnement des personnes dans le quotidien et dans la proximité. Donc là, ce qu'on va chercher comme compétences, c'est des capacités d'adaptation, des capacités de compréhension des situations, de réactivité, de prise en compte des individus, de leur façon de vivre, mais vraiment sur les axes les plus essentiels, c'est-à-dire le lever, le coucher, l'accompagnement, le fait de s'habiller, le fait de manger, le fait d'aller se promener, enfin des choses comme ça, très concrètes, parce que derrière, ce n'est pas juste de le faire, mais c'est de donner du sens à ce que l'on fait pour des personnes qui parfois perdent elles-mêmes le sens de leur vie. Donc, l'AES est un repère quotidien vraiment essentiel pour les personnes. Et là, on va rechercher effectivement chez la personne, chez le candidat, sa capacité à accompagner, d'un point de vue technique aussi, parce qu'il y a des gestes techniques, et puis d'un point de vue aussi de la construction de la relation. Et dans le DC3, on est davantage aussi avec l'idée de coopérer avec l'ensemble des professionnels parce que ce soit à domicile ou en structure ou dans n'importe quel milieu d'intervention, l'AES travaille en équipe. Et c'est des équipes pluriprofessionnelles qui ont des fonctionnements bien spécifiques, avec des outils spécifiques de transmission, de communication, des écrits. Il a été évoqué les projets individualisés. Donc, l'accompagnement dans le cadre d'un projet individualisé d'une personne, c'est aussi savoir se servir des outils d'une équipe, de communiquer, de mettre en commun des idées, de rechercher. Des fois, on est beaucoup dans la recherche à tâtons, comment on va pouvoir proposer la meilleure solution d'accompagnement à une personne qui pose des particularités. Et ce travail en équipe est très important. Donc là, on recherche aussi chez le candidat sa capacité à communiquer, à écouter, à entendre, à proposer, à participer, etc. Et puis sur le DC4, on est sur plutôt la participation à l'animation de la vie sociale et citoyenne des personnes accompagnées. Et là, on va essayer d'apprendre des techniques d'animation simples, faciles à mettre en œuvre, qui correspondent à des besoins, à des attentes. Et puis, on va s'interroger aussi beaucoup sur la question de la participation des personnes. On n'est plus comme on a pu être à une époque, on accompagnait des gens dans un collectif et tout le monde faisait un peu la même chose. Là, on est vraiment sur... chacun a le choix de faire des choses pour lui, etc., et d'avoir des désirs, des envies. Et comment on accompagne ça en tant que professionnel. Remettre toujours la personne au cœur de l'accompagnement. Donc, c'est des compétences essentiellement humaines, mais qui peuvent aussi se mesurer en termes de savoir-faire. C'est pas juste il faut être gentil et tout ira bien. Non, c'est ce que disait Loïc Pimenta, il faut vraiment être formé. Ne serait-ce que pour c'est des métiers qui entraînent dans une grande proximité affective avec les personnes, donc il faut savoir se positionner aussi par rapport à ça. Et ça demande une grande sensibilité, mais une grande capacité d'adaptation. Très bien, merci. Donc, on a bien compris qu'au-delà des savoirs et puis des savoir-faire que la formation apporte, il y a aussi un certain nombre de qualités qui sont requises. Benjamin, vous avez commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait essayer d'approfondir avec vous justement ce sujet autour du savoir-être et qu'est-ce qu'attendent de vous et c'est quoi les qualités importantes selon vous pour être accompagnant éducatif et social? Du coup, comme je le disais, oui, il faut de l'empathie, quand même, de l'empathie. Une bonne aisance relationnelle, une ouverture d'esprit, de la patience. Il faut quand même un certain sens de l'initiative également, du travail d'équipe, ce genre, du bon sens en fait, essentiellement. Du bon sens et du savoir-vivre. Ça fait déjà pas mal. D'accord, merci. Alors, on a évoqué donc l'accès à la formation, les savoirs acquis pendant cette formation, et puis
Peut-on peut-être parler également des conditions de travail? Et là, je vais me tourner plus précisément vers Loïc. Est-ce que vous pouvez nous parler d'horaires, de salaire, etc. Enfin, toutes ces choses importantes pour ces Ouais. personnes qui souhaiteraient devenir AES. Oui, alors tout d'abord, il y a des choix à faire. Donc, travailler à domicile ou travailler en institution, en hébergement, on n'est pas sur les mêmes formats d'horaires. En institution, alors là, pour le coup, je m'adresse aussi à mon collègue Julien, qui va peut-être pouvoir aussi en témoigner. Les horaires sont la plupart du temps plus serrés sur une demi-journée, de matin ou d'après-midi ou de soirée. Pour ce qui est du domicile que je connais bien, les amplitudes horaires sont maximum de 12 heures. On intervient avec 3 pics qui sont des heures de pointe, intervenant auprès de personnes en situation de fragilité qui ne peuvent parfois pas se lever, parfois ne peuvent pas prendre leur douche tout seuls ou se nourrir, s'habiller. Donc nécessairement, les heures de pointe sont le matin, le midi et le soir. Donc par rapport à cela, on travaille maintenant en 2020, on est sur des plannings qui sont totalement aboutis, qui nous permettent de faire des amplitudes horaires beaucoup plus restreintes que ce qui ne se pratiquait déjà il y a 10 ans, avec quasiment du sur-mesure en fonction des projets. On parlait des projets de vie de nos familles, hein, mais il y a aussi des projets de vie des salariés qui souhaitent consacrer plus ou moins de temps à leur métier, qui ont peut-être parfois plusieurs passions, donc un premier engagement auprès des êtres humains qui en nécessitent le plus, mais parfois il y a d'autres passions. Certains salariés aiment donner des cours de piano ou être coach le soir sur des terrains de rugby. Donc tout dépend un peu des profils. Aujourd'hui, on sait complètement faire du sur-mesure et pour nos salariés et pour les familles. Donc les amplitudes horaires, en fait, elles sont ce qu'elles sont. On a 3 périodes de pointe et chacun y trouve toujours son compte. On est vraiment sur un métier d'engagement, de plaisir, de rigueur, d'autonomie, où on peut influencer vraiment les choses pour les rendre meilleures. D'accord, merci. Très bien. Peut-être parler de salaire aussi? Au niveau salaire, on est sur un métier qui aujourd'hui est compris entre la fourchette la plus basse qui est le SMIC, donc aujourd'hui 10,25 € de l'heure brut, avec une fourchette hausse. Alors tout dépend des structures. Si vous allez dans une entreprise comme la mienne, par exemple, vous allez retrouver une fourchette hausse qui est aux alentours de 11 €. On parle évidemment toujours de taux horaire brut. Ensuite, vous avez les grilles. Alors, suivant les différentes structures, que ce soit dans un CCAS ou dans une association ou dans une entreprise privée, vous avez des conventions collectives qui sont différentes avec des grilles salariales qui sont différentes. Et on parle d'un côté du taux horaire brut, mais ce n'est pas tout, puisque à côté de ça, certaines structures mettent en œuvre d'autres moyens de rémunération attractive. On peut passer par des primes. Alors, des primes de développement, des primes exceptionnelles, des primes liées à du présentéisme, des primes liées à la performance. Mais il y a encore d'autres voies qui existent, comme par exemple des accords d'entreprise ou des dispositions spécifiques, comme par exemple un accord d'intéressement, ce qui permet de rassembler tous les salariés et de les intéresser aux résultats et à la performance de la structure à la fin de l'année. Alors bien évidemment, quand on parle de performance, dans ces secteurs d'activité qui est l'économie sociale, on ne parle pas de performance chiffrée, mais on parle plus de performance de maintien de l'autonomie à domicile des personnes qu'on a pu accompagner. On parle plus de taux de satisfaction et puis de présentéisme, en fait, essentiellement. D'accord, merci. Est-ce que l'on peut évoquer d'éventuelles perspectives d'évolution de carrière hein, quand on débute accompagnant éducatif et social? Quelles sont les possibilités d'évoluer? Et je pense que vous êtes aussi bien Loïc que Julien de bons exemples hein, de ces évolutions. Donc, voilà, comment est-ce que vous pourriez expliquer ça à nos auditeurs?
Alors, sur les évolutions telles qu'on les rencontre, à l'instant où nous parlons, aujourd'hui, sur ces métiers-là, on peut évoluer vers un métier d'aide-soignant. C'est un parcours que je retrouve assez régulièrement. Ou vers un métier de formateur également, ou encore un métier de coordination qui nécessite de rebasculer dans une formation aussi certifiante ou diplômante, puisqu'il y a tout un bagage supplémentaire à prendre en route. Et il existe, et je pense que ça va se développer davantage dans les perspectives sur ce métier-là, une dimension de coaching avec du tutorat, où aujourd'hui, dans les grilles de convention collective, il y a des postes qui n'existent pas, qu'on pourrait appeler, chez nous, on les a appelés conseillères techniques, qui sont des personnes un peu qui sont au cœur du sujet problématique d'une famille, dans la médiation avec la famille, avec les autres professionnels que nous rencontrons, que ce soit le kiné, l'orthophoniste, l'infirmier, etc. Et ce conseiller technique intervient aussi en soutien de l'équipe des AES, qui parfois se retrouve en difficulté parce qu'il y a un geste technique à connaître ou un menu spécifique avec des allergies ou des risques de fausse route. Et ce qu'on apprend dans la formation est indispensable, mais parfois ne permet pas d'individualiser jusqu'au bout la prise en charge, d'où la nécessaire expérience sur le terrain, quoi. Julien, si vous vouliez peut-être parler aussi de votre expérience, je crois comprendre que vous avez fait une VAE, voilà, qui vous a aussi permis d'accéder par la suite à d'autres fonctions, d'autres missions. Donc voilà, l'idée était de mettre à profit les compétences que j'avais pu développer au travers de mon poste d'accompagnant éducatif et social avec une posture davantage d'éducateur spécialisé. C'est pour ça que j'ai passé une VAE, validation des acquis de l'expérience, voilà, justement pour faire valoir ces compétences et évoluer dans mes fonctions. Donc aujourd'hui, je suis éducateur spécialisé et donc coordonnateur de foyer de vie avec la possibilité de m'extraire un petit peu du quotidien, de prendre davantage de hauteur et d'amener un petit peu d'expertise éducative auprès des équipes, d'être davantage dans l'animation des différentes instances qui sont proposées, de créer des liens partenariaux, parce qu'il faut savoir que le quotidien est assez happant parfois et que enfin voilà, j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de cette question et l'idée était d'évoluer, de tendre vers d'autres responsabilités. Très bien. Bah, écoutez, c'est fort intéressant. Donc, nous savons maintenant que le territoire propose ces formations pour accéder au métier d'accompagnant éducatif et social. Les uns et les autres, voilà, souhaitez-vous rajouter quelque chose que nous aurions éventuellement oublié de citer, qui vous semble important de présenter ici? En fait, on est avant tout sur un métier qui a du sens. C'est un métier dans lequel je me suis lancé moi, il y a 10 ans. J'y suis arrivé non pas par hasard, mais parce que j'étais sur un autre métier dans le domaine commercial et je ne voulais plus du tout faire de commerce et je voulais me rendre utile pour les autres. Et donc, j'y ai trouvé vraiment mon compte parce que effectivement, le matin, je me lève, on n'a pas la boule au ventre, on sait pourquoi on se lève, il reste encore 30 ou 35 ans à travailler et on sait que ces 30 ou 35 ans, on va à chaque fois pouvoir être utile, se rendre compte que dans telle ou telle situation, Madame Untel a réussi à faire avancer son projet de vie ou que notre collègue AES a réussi à monter une marge de plus dans le domaine de la complexité et que l'avenir de ce métier-là promet d'être merveilleux parce que jusqu'à présent, c'est un métier sur lequel on n'avait pas concentré tous les moyens. Aujourd'hui, on s'y intéresse vraiment. On y donne vraiment du sens. Alors, quand je parle de moyens financiers, je parle de moyens matériels, je parle de moyens humains. Et donc, aujourd'hui, on va enfin pouvoir évoluer, basculer dans une version 3.0 du maintien de l'autonomie, avec du personnel de plus en plus compétent et un encadrement
de mieux en mieux. Très bien. Donc, nous comprenons toute l'importance de la formation autour de ce métier accompagnant éducatif et social, et pas que, et de tous les métiers qui vont graviter autour. Et on a bien compris aussi que c'était un métier où on ne travaillait pas seul, mais avec une équipe, et une équipe pluridisciplinaire. Pluripro, ouais. Comme disait Julien, c'est un métier qui happe, donc dans lequel on est vite engagé, on est vite pris, et dans lequel on peut complètement se sentir submergé, et avoir un bon positionnement professionnel grâce à une bonne formation permet effectivement de naviguer dans ces variables humaines, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que Julien ou Benjamin peuvent complètement en témoigner également, hein. On est vraiment sur un métier d'accompagnement. Donc, on est là pour béquiller la personne à un moment T. Mais voilà, on est vraiment dans un partage, dans une relation d'égal à égal. Et la posture professionnelle est, je crois, hyper importante, d'où l'importance de se former. Ouais, on peut rajouter également une notion, Odile en a parlé tout à l'heure, il y a des vraies valeurs d'éthique, de déontologie à respecter. L'AES et ce métier-là, que ce soit en établissement ou à domicile, est en vraie reconnaissance aujourd'hui dans différentes institutions. On commence à parler de cartes professionnelles reconnues, hein, qui passent par un décret de loi. Je pense qu'il y a un long chemin encore à parcourir. On a de nouvelles technologies qui arrivent dans le domicile, notamment hein, avec le numérique, avec tout un tas de détecteurs, la 5G qui va se développer, le droit du travail qui devient de plus en plus compatible et prend en compte toutes les contraintes de ce métier, hein. On parlait des amplitudes horaires, mais on pourrait parler de la nuit, on pourrait parler des kilomètres, de la géographie, des pathologies qui sont de plus en plus nombreuses à domicile. L'hôpital qui a tendance à délester sur le retour en hébergement rapidement, alors hébergement ou au domicile, hein. Rapidement, donc ça nécessite d'avoir des vraies connaissances techniques, le sens des responsabilités, effectivement, et puis de savoir travailler en pluripro, parce qu'on apprend aujourd'hui tout un tas de vocabulaire qu'on ne connaissait pas avant, parce qu'on discute avec l'infirmier, le médecin traitant, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, et il y a d'autres façons de stimuler. Et je pense qu'il faut rester très ouvert, justement, dans notre métier, curieux de tout. Et c'est comme ça qu'on finalement peut apporter la bonne pierre au bon édifice, au bon moment, à bon endroit, à la bonne personne. Très bien. Écoutez, merci beaucoup de ces témoignages qui nous permettent de mieux connaître et comprendre ce métier d'AES. Donc, si aujourd'hui, nous voulons nous renseigner après ce webinaire sur le métier, donc je vais laisser Christophe présenter. Merci Véronique. Alors, c'est vrai que suite à ce webinaire, nos partenaires, en fin de compte, proposent deux outils ici sur le territoire hein, pour continuer à se renseigner sur le métier d'AES. Dans un premier temps, les points accueil-emploi de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, qui sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature, dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis d'expérience, on l'évoquait tout à l'heure, le bilan de compétences, voire même la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences et actions ponctuelles vers l'emploi. Donc ça, c'était un premier outil mis à disposition ici sur le territoire par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Autre outil plutôt digital, plateforme digitale, mis en place par le Crédit Agricole du Morbihan. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo.
Donc, pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole du Morbihan vous propose la plateforme Useful, qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent, innovantes, gratuites et ouvertes à tous. Elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs économiques très divers, qu'ils soient agriculteurs, artisans, PME, AES, le cas échéant. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement, les mettre également en relation avec des professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Voilà, Véronique, pour les deux dispositifs en local pour continuer à se renseigner sur le métier d'AES notamment. Très bien. Écoutez, je vous remercie tous de votre participation et à très bientôt donc pour un nouveau webinaire sur un autre métier avec Territoire apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération.